C'était Deroux, victime d'un accident de jet d'eau inattendu qui, franchement, avait complètement ravagé sa maison. Le sol était carbonisé, le plafond s'effondrait, et honnêtement, la seule utilité qu'il pouvait encore avoir était de servir de bois de chauffage. Le problème, c'est qu'il vivait en plein cœur de l'hiver canadien, et la neige remplissait toute la maison comme tu peux le voir. Son chien allait certainement mourir s'il le laissait ainsi. Crois-moi, dans cette vidéo, tu trouveras un niveau de plaisir que tu ne verras nulle part ailleurs sur tout YouTube, de la toiture à l'isolation jusqu'aux finitions, sans parler des choses incroyables que nous allons découvrir, comme le fait que la maison sera entièrement chauffée et qu'il pourra en contrôler chaque aspect depuis son téléphone. Il a commencé par travailler sur la base sur laquelle il allait poser la maison. Il a utilisé du bois de cèdre en 4x4 qu'il a recouvert de planches du même type. Il a choisi le cèdre parce qu'il résiste aux conditions climatiques et qu'il est esthétiquement plus beau que le bois traité, donnant à la maison une touche moderne grâce à sa couleur orangée caractéristique. Après environ 1 heure, il avait terminé toute la base. Ensuite, il a ajouté quelques renforts sous la maison afin de maintenir l'isolation qui viendrait après. Puis, il a commencé à poser les planches, utilisant des bâtonnets de glace pour espacer correctement les planches entre elles. Chaque planche était fixée avec 2 clous de 2 pouces sur chaque renfort pour assurer une parfaite stabilité. La dernière planche, cependant, était un peu trop large. Il l'a donc mesurée et découpée avec une scie circulaire. Après la coupe, il a utilisé une défonceuse avec une phrase arrondie d'1/4 de pouce pour donner au bord le même fini que les autres planches. Une fois le plancher terminé, il l'a basculé sur le côté et a installé l'isolation dans la partie qui se trouverait sous la maison. Il a utilisé des panneaux rigides de 2 pouces d'épaisseur, qu'il a découpés de manière à ce qu'ils soient plus petits d'1 demi-pouce de chaque côté. Ensuite, il les a fixés avec de la mousse isolante pour combler tous les espaces et garantir une parfaite isolation une fois la maison posée dessus. Après avoir terminé l'étape de l'isolation, il est passé à l'ossature. Il a utilisé du bois de charpente en 2x4, comme on l'en trouve dans les constructions traditionnelles américaines. Les poutres posées au sol, en revanche, étaient en cèdre ou bois de tuya pour mieux résister à l'humidité et éviter de pourrir si la pluie venait à s'infiltrer par le toit. À côté de la porte, il a ajouté une pièce en bois de 2 par 3 à la place d'un 2 par 4. Il a ainsi obtenu une cavité d'1 pouce, et ce côté était creux de l'intérieur afin d'y intégrer plus tard un élément décoratif qui donnera un rendu très élégant. Il a construit 3 murs d'une hauteur de 24 pouces et un 4e de 30 pouces pour réaliser un toit en pente asymétrique, ce qui empêchera l'eau de s'accumuler sur le dessus et facilitera son écoulement. Ensuite, il a fixé les parois à la base avec des vis Fisher de 3 pouces à raison d'une vis tous les 12 pouces pour garantir une solidité optimale de la structure. De cette manière, la base et les parois ont été achevées en une demi-journée exactement. Comme le plancher allait être chauffé, il fallait évidemment le raccorder à l'électricité. Il a pris un câble de 50 pieds, a coupé l'extrémité avec la prise femelle et l'a directement raccordé dans une boîte de jonction qui allait alimenter toute la maison. Ainsi, il lui suffirait plus tard de brancher la prise à une source électrique externe pour que tout fonctionne. Il a installé 2 boîtiers électriques de 4 pouces, a percé une ouverture dans le montant de la base et y a passé le câble jusqu'au premier boîtier. Il a ensuite ajouté un autre boîtier sur semile, a fait passer le câble entre toutes les boîtes et a relié chaque fil à l'aide d'écrous de connexion. Enfin, il a refermé les boîtes en toute sécurité. À ce stade, il a porté le panneau chauffant spécialement conçu pour les planchers stratifiés. L'installation était très simple. Il suffisait de le dérouler, de le découper aux dimensions voulues, puis de le raccorder au thermostat. Il avait choisi un thermostat avec Wi-Fi, afin de pouvoir régler la température directement depuis l'intérieur de la maison, plutôt que d'aller sans cesse dans la niche du chien pour l'ajuster. La première étape consistait à installer le capteur de température à l'emplacement prévu dans le thermostat et à bien le fixer. Ici, il n'avait que 4 fils à gérer. Il a branché le noir et le blanc venant du mur, puis le noir et le blanc venant du panneau chauffant. Une fois cela terminé, il a fixé le couvercle avant du thermostat et branché le câble à l'alimentation électrique. Pour tester le résultat, après avoir passé les réglages initiaux et l'ancien test, tout a parfaitement fonctionné. L'indicateur confirmait que le chauffage était opérationnel à 100%. Il a ensuite démonté le panneau suivant afin de préparer le sol en dessous. Il a creusé quelques emplacements dans le plancher pour y encastrer correctement les câbles, puis a pulvérisé de la mousse dans les interstices afin d'isoler complètement l'espace contre toute infiltration d'air ou d'eau. À noter que le panneau chauffant est étanche, donc il n'aurait aucun problème même si un peu d'eau s'infiltrait par la porte ou de petites fissures. Ensuite, il a placé 2 couches d'isolant sous le panneau pour optimiser le chauffage, puis a fixé ce dernier en position. À l'aide d'un ruban adhésif, il a installé le capteur de température à 1 pouce du bord du panneau, puis a immédiatement posé le revêtement de sol par-dessus pour le protéger de tout dommage pendant les travaux. Il a choisi d'utiliser des dallons vinyles totalement étanches, ce qui lui évitait toute inquiétude si le chien rentrait mouillé ou sale.
Par la suite, il a colmaté les interstices autour de la porte avec du silicone afin d'empêcher toute infiltration d'eau sous le sol. Concernant l'éclairage, il a décidé d'installer 2 petits spots encastrés dans le plafond, mais il voulait qu'ils s'allument automatiquement avec l'électricité. Pour cela, il a sectionné le câble principal AC et l'a raccordé à un interrupteur intelligent de type Line Switch, ce qui lui permettait de contrôler l'éclairage directement depuis son téléphone. Il a appliqué à peu près la même méthode avec le ruban LED extérieur. C'était l'adaptateur d'origine en 12 volts. Il a coupé l'extrémité au lieu de la brancher sur une prise, puis l'a relié à un onduleur 12 volts afin qu'il fonctionne directement depuis la source sans connexion externe supplémentaire. Ensuite, après avoir raccordé le câble à la sortie de l'onduleur, il a soudé l'interrupteur intelligent à l'entrée AC, de sorte que le câble électrique provenant de la boîte de jonction arrive directement dans l'interrupteur. Désormais, il pouvait contrôler l'éclairage facilement depuis son smartphone. Après cela, il a soigneusement organisé tous les câbles et logé les 2 circuits électriques dans un deuxième boîtier. Ces 2 circuits alimenteraient les spots encastrés du plafond ainsi que le ruban LED qui allait servir à illuminer l'élément décoratif prévu plus tard. À ce stade, l'électricité, le chauffage par le sol et l'éclairage étaient terminés. C'est alors qu'il a commencé à découper la poutre de support. Traçant une ligne droite sur le mur, il devait surélever légèrement la poutre par rapport à la surface, et il s'est aperçu que le câble USB avait exactement la hauteur idéale. Il l'a utilisé comme entretoise, puis a découpé la forme à l'acier électrique afin que la poutre de soutien s'ajuste parfaitement contre les 2 murs. En utilisant l'équerre, il a suivi la ligne tracée et marqué quelques repères simples sur la règle. Cela lui permettait de reproduire facilement le même angle sur n'importe quelle planche, sans avoir à tout recalculer à chaque fois. Une fois certain que les mesures étaient exactes, il a marqué cette pièce et en a fait son gabarit principal, celui qui servirait de modèle pour les suivantes. Il l'a ensuite utilisé comme guide pour découper 5 ou 6 autres poutres de soutien exactement aux mêmes dimensions. Après avoir fini toutes les découpes, il les a mises de côté pour se concentrer sur les parois intérieures. Il avait acheté du contreplaqué de 8 par 3 pouces qu'il avait trouvé en promotion chez Home Depot pour environ 35 $ la planche. Il a commencé à découper chaque panneau en fonction des mesures des murs. Pour les fixer, il a utilisé une agrafeuse pneumatique avec des clous de calibre 18, ce qui permettait de fixer les panneaux sur les parois avec une grande précision. Le travail, à ce stade, était remarquablement propre et soigné. Sur l'un des murs, il a découpé une trappe d'entretien de 2 par 6 pouces afin de pouvoir accéder facilement aux interrupteurs intelligents en cas de problème de câblage. C'était une solution très pratique qui évitait d'avoir à démonter tout un mur si une réparation devenait nécessaire. Après la pose, il a utilisé un mastic blanc pour combler les joints, garantissant ainsi une finition propre et parfaitement étanche. À ce moment-là, l'intérieur était presque terminé. Il est ensuite passé à l'isolation en utilisant le même isolant rigide de 2 pouces d'épaisseur. Avant de l'installer, il a rempli les espaces vides des bords avec de la mousse expansive pour s'assurer qu'aucun courant d'air ne puisse s'infiltrer. Une fois la mousse durcie, il a découpé l'excédent et a recouvert toute la structure extérieure avec une membrane isolante. Il a d'abord fixé cette membrane avec du ruban adhésif provisoire, puis l'a agrafé solidement tout autour des bords. Enfin, il a passé un ruban adhésif supplémentaire sur toutes les ouvertures pratiquées afin de s'assurer que l'étanchéité soit totale. Pour terminer, il a préparé un panneau de bardage extérieur destiné à l'abri. Qu'il a pas de 2 couches de peinture blanche spéciale extérieure afin de le protéger des intempéries et d'offrir un rendu final impeccable. Après avoir laissé sécher le silicone toute la nuit, il a commencé à découper les panneaux aux bonnes dimensions et à les fixer sur les murs. Il a utilisé ici des vis à tête fraisée galvanisée de 1,5 pouces pour maintenir chaque panneau en place. Il n'a recouvert que 3 murs à l'intérieur, car le dernier serait habillé plus tard avec des planches de cèdre, une fois le toit posé et toutes les pièces installées. Ensuite, il a sorti une petite fenêtre qu'il avait achetée sur Amazon pour environ 30 $. Cette fenêtre, conçue à l'origine pour les bateaux et les yachts, convenait parfaitement à ce projet. Elle était équipée de vis permettant de l'ouvrir depuis l'extérieur, ce qui était une idée ingénieuse. En été, il pourrait ainsi créer une aération, laissant l'air entrer par la porte et sortir par la fenêtre, réduisant la chaleur à l'intérieur. Il a pris les mesures de la fenêtre sur le mur, découpé l'ouverture avec une scie sauteuse, puis utilisé une phrase longue et un gabarit carré pour ajuster précisément la découpe du côté intérieur.
chaque détail s'emboîtait au millimètre près. Avant de poser la fenêtre, il a appliqué du silicone tout autour du cadre, afin d'éviter toute infiltration, puis l'a pressé en place et fixé avec des vis dans les trous prévus. Un problème s'est toutefois posé. La fenêtre n'était pas fournie avec un cadre intérieur pour recouvrir les bords. Il a donc dû en imprimer un en 3D, ce qui a pris environ 3 ou 4 heures. Ensuite, il l'a installé à sa place et l'a scellé avec du silicone. Vint alors le moment de s'attaquer au toit. Il a commencé par poser le panneau principal de toiture, qu'il a mis en place sur les poutres latérales. Une fois sûr que tout était parfaitement aligné, il a tracé son emplacement exact sur les poutres, puis a retiré le panneau et l'a posé au sol, afin de le fixer solidement aux poutres avec des vis. Pour renforcer la rigidité, il a ajouté d'autres traverses et a fixé le tout avec des vis de 4 pouces, après avoir percé de petits avant-trous pour éviter que le bois ne se fende. Enfin, il a installé la planche de rive, afin de préparer la pose du reste de la toiture. À l'aide d'une équerre, il a ajusté précisément son emplacement et l'a vissé avec 2 vis sur chaque montant. Petit à petit, la structure du toit commençait à prendre une forme solide et régulière. Ensuite, il a fixé la planche de finition inclinée, ou bandeau de rive, l'a alignée soigneusement avec le bord inférieur du mur, puis a pris ses mesures avec un mètre et l'a prolongée vers le haut. Pour que la ligne soit parfaitement droite à 100%, sans inclinaison ni décalage, il a installé des pièces de renfort en bois tout autour du toit, aux endroits où allaient se fixer les façades ou les débords, afin d'assurer une fixation solide et éviter tout déplacement lors du montage. Après avoir refermé les extrémités et découpé les surplus au niveau des planches de rive, la toiture était entièrement prête pour l'étape suivante. Il est ensuite passé au revêtement extérieur. Il a utilisé des planches de cèdre à emboîtement, système rainure-languette, d'une largeur de 6 pouces, et a commencé à recouvrir toutes les parois encore nues ainsi que l'ensemble du toit. Il a débuté par la première planche en s'assurant qu'elle soit parfaitement de niveau, puis il a fixé avec des vis galvanisées en haut et en bas pour éviter tout effet de dilatation ou de contraction qui pourrait déformer l'aspect avec le temps. Il a appliqué la même méthode sous le toit. En avançant, il a remarqué qu'avec les dimensions initiales, la dernière planche aurait été beaucoup trop étroite, réduite d'environ 1/2 pouce, ce qui aurait donné un rendu disgracieux. Il a donc pris la décision de réduire légèrement la largeur de la première planche afin que la dernière ait une largeur plus harmonieuse pour que l'ensemble paraisse équilibré et agréable à l'œil. Une fois les murs recouverts, il a répété la même opération sous la toiture. Le rendu final donnait une continuité visuelle homogène du toit jusqu'aux parois en bois. Comme il lui restait quelques planches supplémentaires, il a choisi de les utiliser pour recouvrir les bords du plancher, dissimulant ainsi les arêtes brutes et offrant une finition plus propre et complète. Pour cela, il a utilisé des clous sans tête, garantissant une fixation solide mais invisible. Ensuite, il a installé l'encadrement de la porte en bois de cèdre ou de tuya. À ce stade, il a mis un masque car il allait passer à l'étape du ponçage. Après avoir soigneusement poncé toute la surface, la maison était enfin prête à être peinte et protégée. Il avait choisi une peinture olympique, teinte cèdre naturel. Il a décidé de recouvrir toutes les parties apparentes du bois de cèdre, non seulement pour les protéger de l'humidité et des intempéries, mais aussi pour leur donner ce reflet orangé brillant qui rend le résultat final très élégant. Il a expliqué qu'il aimait déjà beaucoup l'aspect obtenu, mais qu'il était convaincu que le rendu serait encore meilleur une fois le toit et la façade peints en noir. Avant de commencer la peinture, il a découpé quelques planches d'une largeur d'1 pouce et quart, qu'il comptait utiliser plus tard pour les habillages et les éléments décoratifs. Il a décidé de les peindre en même temps que le reste, afin d'assurer une parfaite uniformité et d'éviter d'avoir à faire des retouches par la suite. Avant de refermer le toit, il a choisi d'installer les luminaires. L'opération était assez simple. Il a pratiqué des ouvertures régulières dans le bois, puis a inséré chaque lampe dans son emplacement sans difficulté avant de raccorder le tout au câblage grâce à des connecteurs AC. En ce qui concerne la toiture, il n'en avait encore jamais réalisé auparavant et s'attendait donc à quelques erreurs. Il a commencé par la bande de goutte à goutte en aluminium achetée chez Home Depot. Il a d'abord aligné une extrémité avec le bord du toit, puis a découpé l'autre extrémité avec des cisailles. Au début, il utilisait des cisailles classiques, mais les a vite remplacées par des cisailles à levier, beaucoup plus pratiques.
La bande a ensuite été fixée avec des clous de toiture, à raison d'un clou environ tous les 30 cm. Il est ensuite passé aux pièces latérales. Après avoir marqué la ligne de coupe, il les a fixées d'abord avec un seul clou en les alignant avec le bord inférieur de la bande de goutte à goutte, puis a découpé l'excédent. C'est là qu'il a commis une première erreur. Au lieu de découper la ligne entièrement, comme il l'avait vu dans toutes les vidéos sur YouTube, il a tenté de la plier autour de l'angle et a fini par devoir la recouper correctement par la suite. Il a également commis une erreur bien plus importante. Il aurait dû poser la couche d'isolation avant d'installer les bandes latérales de goutte à goutte. Il a donc dû démonter tout ce qu'il venait de faire, poser l'isolant en premier, puis refixer les bandes tout autour du toit. Après cela, il a pu entamer la pose des bardeaux. Initialement, il avait envisagé une couture métallique, mais le prix aurait été bien trop élevé pour une niche de chien. Il a donc opté pour des bardeaux classiques. Il a découpé les bandes de départ à partir de bardeaux entiers et les a posés au bord du toit en laissant un débord d'environ 3 pouces. Chaque bande a été fixée avec 4 clous, espacés à raison d'un clou environ tous les 30 cm. Il a ensuite poursuivi avec les rangées complètes, en veillant à ce que les extrémités de chaque bardeau ne coïncident pas avec les joints des rangées inférieures. Chaque nouveau bardeau était soigneusement aligné avec celui du dessous. Il les a fixés ici avec 4 clous. Après avoir terminé chaque rangée, il a découpé l'excédent en utilisant un bardeau de rechange comme gabarit de coupe, puis il a poncé toutes les arêtes afin d'y les rendre lisses. Chaque rangée était décalée de 6 pouces vers la droite, et il a continué avec ce même motif jusqu'à atteindre le sommet. Une fois les excédents découpés, il les a récupérés du côté droit et les a reposés, afin de maintenir le motif en zigzag et d'éviter que toutes les lignes ne soient alignées de la même manière. Arrivé au fait, il a découpé la partie excédentaire, puis a utilisé une bande d'aluminium mesurant 4 pouces sur 1 pouce et demi pour recouvrir les arêtes supérieures. Il a tracé les lignes du toit sur chaque extrémité, découpé la pièce avec des cisailles à tôle et a laissé dépasser l'angle sur le côté afin de couvrir également la bande de goutte à goutte. Ensuite, il a appliqué 2 cordons de mastic d'étanchéité et fixé la bande avec des clous, espacés à raison d'un clou environ tous les 30 cm. La dernière étape de la toiture a consisté à poser la façade. Il a acheté une plaque chez Home Depot qui était plus large que nécessaire puisqu'elle était prévue pour du bois de 6. Il en a découpé une partie pour combler l'ouverture encore visible dans le mur. Par chance, les dimensions correspondaient parfaitement aux lignes pliées, ce qui lui a permis de la plier à 90 degrés afin de fermer l'arrière. Comme je l'ai dit, cette façade était conçue pour du bois de 6, mais comme il travaillait avec du bois A4, il a dû en ajuster légèrement la taille. Il a aussi réalisé une petite encoche pour qu'elle s'adapte autour du montant vertical du mur. Il a laissé dépasser une petite languette qu'il a repliée sur elle-même, ce qui donnait un aspect bien plus propre que de laisser un bord débruté. Après avoir tracé les lignes de coupe, il a choisi de garder environ 1 pouce supplémentaire au lieu de couper exactement sur la ligne, afin de pouvoir plier cette marge à 90 degrés et recouvrir chaque angle proprement. Quant aux 2 dernières pièces, le travail était plus simple, il suffisait de les découper exactement à la bonne dimension, avec toutefois la nécessité de retirer une petite section. Afin que les plaques s'emboîtent parfaitement l'une sur l'autre sans aucun problème, il les a glissées sous la bande de goutte à goutte, puis a tout fixé avec ses clous en aluminium. Ensuite, il a appliqué du silicone noir pour sceller toutes les petites ouvertures visibles ou les vis apparentes, de manière à obtenir une finition propre et soignée. Pour les touches finales, il a décidé d'ajouter une petite décoration en cèdre, séparée par un éclairage LED dissimulé. Il a fermé la partie supérieure et inférieure, puis a commencé à poser la bande LED. Comme l'adhésif n'était pas assez fort, il a ajouté un peu de silicone afin d'assurer une fixation durable. Ensuite, il a pris les planches, déjà teintées, et les a fixées autour des murs à intervalles réguliers pour que tout soit parfaitement aligné. Ces planches étant des chutes, il les a peintes en noir et blanc afin de décorer la porte et certaines parties de la maison. Pour améliorer encore l'isolation, il a utilisé ces bandes en plastique destinées à maintenir la température dans les patinoires ou les couloirs de glace. Il les a découpées à la taille de la porte et fixées avec une planche de bois afin de conserver la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver, lorsque le chauffage fonctionne. Après tout cela, la mission a été accomplie avec succès. Il a pu sauver son chien et lui offrir une véritable petite maison de rêve. Dans la vidéo, la lumière LED semblait clignoter, mais c'était uniquement à cause de la fréquence de la caméra. En réalité, l'éclairage est stable et impeccable. Concernant la température, lors d'une journée hivernale où il faisait moins 6 degrés à l'extérieur, l'intérieur de la niche affichait environ 10 degrés, ce qui est quasiment idéal pour son chien. En effet, son pelage est naturellement très épais et dense. Il n'était donc pas nécessaire que l'espace soit trop chauffé.
Toutes les lumières étant connectées au Wi-Fi, il peut les contrôler à distance depuis son téléphone, tout comme le thermostat. La consommation électrique de la maison ne dépasse pas 100 watts, soit environ 30 $ pour 3 mois d'utilisation par an, ce qui reste très abordable. Le projet, en plus d'être économique, a été très agréable à réaliser puisqu'il s'est terminé en un temps record. Le résultat final est magnifique, même si cela peut sembler excessif pour une niche de chien. Il a cependant affirmé que ce fut une expérience enrichissante qui lui a permis d'apprendre de nouvelles techniques utiles pour ses futurs projets. D'ailleurs, n'importe qui peut reprendre ces méthodes et agrandir les dimensions pour construire un cabanon de rangement, voire une petite maison. Au total, le projet lui a coûté 1 400 $. Et si ce travail vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Merci.